À 49 ans, l'un des écrivains les plus mystérieux et fascinants de sa génération, Maxime Chatham, a finalement pris une décision qui a secoué la scène médiatique française. Parler, pour la première fois, sans détour et sans protection, de ce qu'il appelle lui-même la vérité longtemps tue concernant sa femme, l'animatrice adorée du public, Faustine Bollaert. Une vérité que personne n'attendait, une confidence qui l'a longtemps repoussée, une révélation dont il savait qu'elle provoquerait un séisme dans la presse, dans le monde littéraire, mais aussi dans la vie intime qu'ils ont toujours essayé de protéger. Pour comprendre la portée de l'aveu de Maxime Chatham, il faut revenir aux prémices de leur histoire. Lorsqu'ils se rencontrent il y a plus de 15 ans, Faustine est déjà une figure médiatique montante, connue pour son empathie hors du commun et son naturel désarmant. Lui, à l'inverse, est un écrivain à succès, mais farouchement discret, vivant presque en retrait du monde, imprégné de ses univers sombres, de ses enquêtes sur les tueurs en série, de ses recherches sur les comportements humains les plus extrêmes. Tout semblait les séparer, la lumière contre l'ombre, le sourire contre la gravité, le plateau de télévision contre le bureau isolé d'un romancier. Et pourtant, c'est cette opposition même qui a créé l'alchimie. Un équilibre fragile mais puissant, une union improbable presque romanesque. Dès le début, Chatham sait que vivre auprès d'une personnalité publique, aimée pour son authenticité et exposée dans sa fragilité émotionnelle, représente un défi. Faustine porte la souffrance des autres avec une intensité rare. Cela se voit dans son émission « Ça commence aujourd'hui ». Chaque histoire, chaque larme, chaque confidence laisse une empreinte sur elle. Et cela, Maxime l'a toujours compris, toujours accepté. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette sensibilité extrême, cette empathie presque surnaturelle avait un coût. Un coût personnel, intime, invisiblement lourd. Un coût qui, pendant des années, a pesé sur Faustine. Et que Maxime a dû partager parfois malgré lui. De son côté, Maxime Chatham n'est pas non plus un homme simple à vivre. Ses univers littéraires, nourris de noirceur, de violence psychologique et d'exploration de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus dérangeant, l'ont amené à étudier des milliers de dossiers criminels, à rencontrer des enquêteurs, des psychiatres, des experts du mal. Il a passé des années à fouiller les tréfonds de l'âme humaine, à se confronter au pire. Cette immersion constante dans l'horreur a un impact. Même l'auteur l'a reconnu à plusieurs reprises. On ne sort jamais indemne de ce que l'on écrit. Ce que peu de lecteurs imaginent, c'est que cette noirceur ne s'arrête pas lorsque l'on ferme son ordinateur. Elle continue de vivre dans la tête, dans les nuits agitées, dans les obsessions qu'on tente d'oublier. Pendant longtemps, Chatham a tout porté seul, sans jamais en parler à Faustine. Il pensait la protéger, la préserver. Elle, de son côté, faisait la même chose. Cachait ses propres blessures, nées des confidences lourdes qu'elle recevait chaque jour sur les plateaux. Deux êtres hypersensibles, deux métiers chargés émotionnellement, deux univers trop lourds à maintenir en parallèle sans fissure. Personne ne savait à quel point cette dynamique allait devenir le cœur de la vérité que Chatham dévoilerait plus tard. Vu de l'extérieur, leur couple incarne la stabilité, la douceur, un bonheur presque idéal. Ils apparaissent rarement ensemble, mais lorsqu'ils le font, une complicité sincère émane d'eux. Pourtant, dans leur intimité, des tensions discrètes commencent à apparaître au fil des mois, puis des années. Le public n'en voit rien, les réseaux sociaux n'en laissent rien transparaître. Les interviews, soigneusement dosées, ne montrent que la surface lumineuse. Mais derrière cette façade, deux vies professionnelles extrêmement demandantes s'entrechoquent. Faustine rentre parfois épuisée d'avoir absorbé les douleurs de dizaines d'invités, bouleversée par des récits de violence, d'abandon, de deuil. Maxime, lui, sort d'heures plongé dans des dossiers criminels, hanté par des scènes qu'il a dû imaginer dans leurs moindres détails. Ils s'aiment, ils se soutiennent, mais ils portent chacun un poids différent, invisible pour l'autre. Et c'est précisément ce silence-là qui finit par les éloigner. Chatham déclarera plus tard « Nous vivions côte à côte, mais parfois nous ne vivions pas ensemble ». Ce constat amer marque le début de sa prise de conscience, celle qui le conduira à parler publiquement. D'après son propre récit, ce qui a conduit à son aveu n'est pas un événement unique, mais un moment révélateur, une soirée, simple en apparence, mais qui a tout transformé. Faustine rentre tard. Elle a enregistré plusieurs émissions dans la même journée. Elle laisse vider, presque translucide. Maxime, absorbé par son roman en cours, n'a pas remarqué l'heure.
Elle franchit la porte, s'assied sur le canapé et fond en larmes. Pas des larmes bruyantes, pas un effondrement spectaculaire, juste des larmes silencieuses, celles qui disent tout ce que les mots ne peuvent pas. Pour la première fois, elle lui confie ce qu'elle n'avait jamais osé lui dire. « J'ai peur de ne plus me reconnaître ». Cette phrase, Chatham la vit comme un électrochoc. Il comprend soudainement que la femme qu'il aime absorbe tellement de douleur qu'elle en perd peu à peu son équilibre émotionnel. Il réalise aussi à quel point il est absent, enfermé dans ses propres ténèbres littéraires. Ce soir-là, Maxime fait une promesse qui allait changer leur vie. « Je vais tout faire pour ne plus te laisser seule dans ce que tu portes. » Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que pour tenir cette promesse, il devra un jour parler, dire la vérité, exposer ce qu'il avait toujours voulu cacher. À partir de ce moment, quelque chose change entre eux, lentement, timidement, mais profondément. Ils recommencent à se dire les choses, à partager leur fragilité, à avouer ce qu'ils avaient au cachet parfois depuis des années. Maxime raconte comment il a dû admettre qu'il avait peur de ses propres immersions dans la noirceur, peur de perdre pied, peur de ne plus savoir distinguer ses obsessions d'écrivain de sa vraie vie. Faustine, elle, avoue qu'elle porte les tragédies de ses invités comme si elles étaient les siennes. C'est la première fois que leur monde, au lieu de s'opposer, s'entremêle. Ce processus de reconstruction prend du temps. De longues conversations, des nuits blanches, des remises en question, des larmes aussi. Mais surtout, une vérité centrale apparaît que Chatham révélera plus tard au grand public. Faustine n'est pas seulement une animatrice à l'écoute, elle est un réceptacle émotionnel, une éponge humaine, une femme qui absorbe tout, même ce qui pourrait la détruire. Cette découverte bouleverse Chatham. Elle change la manière dont il la regarde, dont il l'aime, dont il la protège. C'est aussi cette vérité-là qu'il finira par dévoiler au monde. La révélation de Maxime Chatham n'est pas une confession anodine, ni un simple épisode médiatique façonné pour créer du bruit. Elle est le résultat d'un long processus humain, douloureux, intime, au cours duquel l'écrivain s'est retrouvé face à une réalité qu'il avait niée pendant des années, la fragilité profonde de Faustine Bollaert, une fragilité qu'elle dissimule derrière un sourire qui semble inaltérable mais qui, en vérité, se fissurait jour après jour sous le poids d'un métier qui la dévore. Examine en profondeur ce que Chatham appelle la vérité que je n'avais plus le droit de garder pour moi. Une vérité touchante, parfois dérangeante, toujours profondément humaine. Une vérité qui éclaire d'un jour nouveau la femme que des millions de Français croient s'y connaître. Pour le public, Faustine est une figure lumineuse, une confidente capable d'écouter des histoires bouleversantes sans jamais flancher. Une animatrice dotée d'une douceur presque thérapeutique. Une présence réconfortante dans un paysage médiatique souvent trop dur, trop rapide, trop cynique. Mais derrière cette image, il existe une vérité bien plus complexe. Pendant des années, elle a absorbé la douleur de milliers de personnes, des victimes d'enfances brisées, des familles endeuillées, des survivants d'abus, des femmes trahies, des hommes détruits, des histoires de maladies, de culpabilité, de secrets impossibles à porter. Chaque jour, elle a donné une part d'elle-même, une part que personne ne voit, que personne ne remercie, que personne ne protège. Ce que Chatham révèle, c'est que Faustine ne se contentait pas d'écouter. Elle ressentait, profondément, trop profondément. Il dira plus tard, elle ne jouait pas l'empathie, elle la vivait, et ça la consumait. Cette consommation invisible a été la première alerte, celle que personne, pas même les proches, n'a su identifier à temps. Les signes que Maxime n'a pas vu venir, ou qu'il n'a pas voulu voir pendant longtemps, Maxime Chatham a pensé que la sensibilité de Faustine faisait partie de son charme. Il admirait sa capacité à créer un lien humain instantané, à s'intéresser sincèrement à autrui, à comprendre les blessures des gens sans les juger. Mais cette sensibilité, si belle aux yeux du monde, devenait un danger dans l'intimité. Il y avait des signes, des nuits sans sommeil, des crises d'angoisse silencieuses, des journées où elle s'effondrait discrètement derrière une porte fermée, des moments où elle restait immobile, fixant le vide après une émission trop dure. Des fois où elle disait ne plus reconnaître sa propre voix intérieure. Maxime l'a vu, il l'a su, mais longtemps il n'a pas voulu admettre que son épouse traversait une zone d'ombre dangereuse. Parce qu'admettre cela signifiait reconnaître qu'il n'avait pas su la protéger. Et pour lui, c'était impensable. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que la noirceur de Chatham et la douleur de Faustine, combinées, formaient un cocktail émotionnel explosif.
Lui écrivait sur le mal. Elle écoutait la souffrance du monde réel. Deux mondes lourds, sombres, pesants, qui se superposaient sans jamais s'équilibrer. Maxime confie avoir souvent ressenti que leurs deux métiers se disputaient leur paix intérieure. Ils vivaient chacun dans un climat émotionnel intense, saturé, imprévisible. Mais ils étaient vidés chacun de leur côté. Et pourtant, ils continuaient, par orgueil peut-être, par amour sûrement, à prétendre que tout allait bien. C'est cette accumulation, invisible, silencieuse, qui les a menés au bord du gouffre émotionnel. La confession que Faustine n'avait jamais osé faire, un soir d'hiver, alors que la fatigue émotionnelle avait atteint un sommet inquiétant, Faustine craque. Elle ouvre enfin la porte qu'elle avait toujours maintenue fermée. « Je crois que je me perds, je porte trop de monde en moi. Je n'arrive plus à respirer. » Ce sont ces mots-là qui ont bouleversé Maxime. Ces mots qui l'ont terrifié. Ces mots qui ont fait vaciller son cœur. Il comprend alors que Faustine n'est pas seulement touchée par les histoires qu'elle écoute. Elle les internalise, elle les absorbe, elle la traverse, elle la hante. Et lui, de son côté, réalise qu'il est encore plus absent qu'il ne l'imaginait. L'aveu de Faustine devient le déclencheur d'une transformation chez Chatham, mais aussi la graine de ce qu'il finira par révéler publiquement. La vérité que Chatham n'avait jamais dévoilée auparavant concerne un épisode extrêmement intime, survenu il y a plusieurs années, et qui a failli briser leur équilibre. Faustine, après une série d'émissions particulièrement violentes émotionnellement, s'effondre chez elle. Pas une crise de fatigue, pas une simple déprime, un véritable épuisement nerveux. Elle pleure sans pouvoir s'arrêter, elle tremble. Elle dit qu'elle a peur de fermer les yeux, peur des récits qu'elle vient d'ingérer. Elle ne veut plus écouter personne, elle ne veut plus parler, elle ne veut plus tourner d'émission, elle ne veut plus sortir de la maison. Maxime raconte, la voix tremblante, qu'il a cru la perdre ce soir-là. Pas physiquement, mais psychologiquement, émotionnellement. Il dira plus tard « Je me suis senti impuissant. Je l'avais laissé porter seul ce que moi-même je n'aurais pas supporté une minute. » Cet effondrement restera un secret pendant longtemps. Aucune fuite, aucun titre de presse. Même leurs proches ne sauront pas l'ampleur de cet épisode. C'est ce secret-là, profond, humain, que Chatham finit par révéler au public des années plus tard. Cet événement marque un tournant dans la vie de Maxime. Il décide d'arrêter de fuir, d'arrêter de se réfugier dans la fiction pour éviter la réalité. Il comprend qu'il doit être présent, vraiment, pleinement, quotidiennement. Il revoit sa manière de travailler, il ajuste son rythme. Il accompagne Faustine chez des professionnels capables de l'aider à gérer la charge émotionnelle. C'est à ce moment précis que Chatham cesse d'être seulement un romancier. Il devient un époux protecteur, un homme conscient de ses responsabilités, un homme qui reconnaît ses erreurs. Cette évolution intérieure explique en grande partie pourquoi, aujourd'hui, il a choisi de parler. Parce que raconter la vérité, c'est briser le cercle du silence. C'est honorer la force de Faustine. C'est tirer un trait définitif sur la honte que beaucoup ressentent face au burn-out émotionnel. C'est dire aux autres, vous pouvez tomber. Vous avez le droit d'être fragile. La grande révélation de Maxime n'est donc pas un scandale ni une trahison. C'est une déclaration d'amour, un acte de respect, une mise en lumière. Il révèle que Faustine n'est pas une machine émotionnelle inépuisable, qu'elle ne peut pas absorber indéfiniment la douleur du monde, qu'elle a craqué un jour, qu'elle a tremblé, qu'elle a douté d'elle-même, qu'elle a failli se perdre. Et surtout, il révèle que c'est précisément dans cette fragilité que réside sa grandeur. Faustine est aimée parce qu'elle est vraie, parce qu'elle ressent, parce qu'elle s'implique. Mais être vraie a un coût humain, un coût invisible que le public ne voit pas. En parlant, Chatham ne cherche pas à exposer sa femme. Il cherche à protéger ceux qui, comme elle, donnent trop profondément, trop longtemps. Lorsque Maxime Chatham a finalement révélé la vérité sur l'effondrement émotionnel de Faustine Bollaert, la France entière a été prise de court. Personne ne s'attendait à ce qu'un écrivain réputé pour son silence, pour sa discrétion presque ascétique, décide de rompre avec des années de pudeur pour exposer un pan aussi intime de leur vie conjugale. Et pourtant, ce geste n'avait rien d'une indiscrétion gratuite. Il n'était ni spectaculaire, ni sensationnaliste. Il était profondément humain. Ce n'est pas sur un plateau télétapageur, ni dans une émission racoleuse que Maxime a choisi de parler.
Il l'a fait dans un cadre minimaliste presque intime. Une interview à la lumière tamisée, filmée sans artifice, sans musique dramatique, sans séquence préparée. Une conversation sincère où chaque mot semblait peser, mais chargé d'une émotion authentique. Il y explique calmement, presque timidement, Faustine est forte. Mais même les personnes les plus fortes peuvent tomber. Et parfois, c'est leur chute qui révèle leur courage. Dans cette phrase simple se trouve tout le sens de son aveu. Il ne cherche pas à révéler un secret pour surprendre. Il cherche à offrir une compréhension, une perspective, une vérité utile. Ce qui frappe le plus dans cette interview, c'est la retenue de Maxime. Il ne raconte pas tout. Il ne livre que ce qui est nécessaire pour montrer la fragilité humaine. Il expose l'essentiel sans trahir l'intimité. Il évoque l'effondrement de Faustine, sans jamais la réduire à cette faiblesse passagère. C'est un aveu qui ressemble moins à une confession qu'à un hommage. L'impact médiatique a été immédiat. Les réseaux sociaux se sont enflammés, non pas pour critiquer, mais pour comprendre. Des milliers de messages sont apparus, saluant le courage du couple, admirant la sincérité rare de leur démarche. Beaucoup ont découvert un aspect inattendu de Faustine. Elle que l'on croyait invincible. Elle que l'on imaginait protégée derrière le sourire. Elle qui semblait absorber toutes les douleurs du monde sans jamais faiblir. La vérité révélée par Maxime a rendu Faustine humaine, fragile, touchante, proche des gens. Et paradoxalement, cette fragilité a multiplié l'amour que le public lui porte. De nombreuses femmes, notamment, ont remercié Maxime d'avoir dit ce que beaucoup n'osent jamais avouer. Le burn-out émotionnel existe, même chez les personnes qui semblent aller si bien. La vulnérabilité de Faustine a changé le regard du public. Elle est devenue non pas un symbole de faiblesse, mais un symbole de vérité. Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, les médias n'ont pas sauté sur l'occasion pour créer des polémiques artificielles. Au contraire, la plupart ont accueilli l'aveu avec une forme de respect surprenant. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis longtemps, on assistait non pas à un scandale mais à un partage sincère. Un homme aimait sa femme au point de mettre son propre nom en jeu pour protéger la vérité émotionnelle de celle-ci. Un auteur, habitué à l'obscurité dans ses romans, décidait de montrer la lumière dans sa vie personnelle. Les éditorialistes ont souligné le courage de ce geste. Les psychologues invités sur les plateaux ont parlé de la charge mentale invisible des métiers d'écoute. Les sociologues ont analysé le couple Chatham-Bollaert comme un exemple de résilience émotionnelle. L'aveu public, loin d'être un choc stérile, est devenu un débat national sur la santé mentale et l'épuisement émotionnel. Ce que beaucoup ont ignoré, c'est ce que cet aveu a provoqué pour Faustine elle-même. Quand elle a entendu les paroles de son mari, elle a d'abord été surprise, puis touchée, au fond soulagée. Pendant des années, elle avait porté seule l'image de femme forte, de confidente infaillible. Cette image était devenue un piège. Elle ne pouvait plus flancher en public. Elle ne pouvait plus montrer une faille. Elle devait être solide, constamment. L'aveu de Maxime a brisé ce carcan. Il a offert à Faustine un droit essentiel. Le droit à la vulnérabilité. Elle pouvait enfin être humaine. Elle pouvait admettre qu'écouter des tragédies tous les jours laisse des cicatrices. Elle pouvait montrer qu'être empathique est une force, mais aussi un risque. Dans les jours qui ont suivi, Faustine a confié à ses proches qu'elle n'avait jamais respiré aussi profondément depuis longtemps. Après l'aveu, quelque chose change dans leur relation. Ils ne sont plus seulement un couple qui s'aime. Ils deviennent un couple qui se voit mieux, qui se comprend mieux, qui cesse de porter seul ce qui doit être partagé. Maxime a réorganisé son travail pour être plus présent. Faustine a appris à mettre des limites émotionnelles dans son métier. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, à vivre, plutôt qu'à cohabiter avec leur traumatisme professionnel. Leur amour évolue, il devient moins passionné brut, plus mature, moins instinctif, plus réfléchi, moins silencieux, plus communicatif. Ils ont compris une leçon essentielle. Le couple ne se détruit pas sous le poids des blessures, mais sous le poids du silence. L'aveu public n'a pas uniquement transformé Faustine, il a aussi transformé Maxime. Lui, si pudique, si secret, si protecteur de son monde intérieur, a découvert qu'exposer une faiblesse ne diminue pas un homme, au contraire, cela le grandit. Il dira dans une interview « J'ai appris que protéger quelqu'un, ce n'est pas se taire, c'est parler quand il le faut. » Cette phrase devient un mantra pour ses lecteurs, pour les fans de Faustine, pour tous ceux qui ont peur d'avouer leurs blessures. Maxime comprend qu'il n'est pas seulement un observateur du mal dans ses romans. Il est aussi un témoin du courage humain dans sa vie réelle
et cela lui donne une force nouvelle, une forme de maturité affective qui lui manquait autrefois. Dans ses conférences, dans ses rares interventions, dans ses échanges avec ses lecteurs, Maxime répète désormais une idée simple. La fragilité n'est pas une faiblesse, elle est un signe d'humanité. Ce message, forgé dans l'expérience intime de son couple, touche des milliers de personnes. Beaucoup se reconnaissent dans cette fatigue émotionnelle, dans cette pression silencieuse, dans cette impossibilité de tomber sans avoir peur d'être jugé. Grâce à lui, grâce à Faustine, un sujet longtemps tabou devient enfin audible, le burn-out émotionnel, le poids des métiers de l'écoute, la charge mentale invisible, les fissures derrière les sourires publics, la renaissance, un couple plus solide que jamais aujourd'hui, celui qui observe Chatham et Bollaert, voit un couple transformé. Pas parfait, pas miraculeux, mais plus soudé que jamais. Ils ont appris à parler, à s'écouter, à demander de l'aide, à reconnaître leurs limites, à honorer leurs failles comme des traces d'une vie vécue pleinement. Cette renaissance n'est pas spectaculaire. Elle est douce, progressive, authentique, un amour qui a traversé la tempête et qui en ressort plus vrai. Au final, l'aveu de Maxime Chatham n'était pas un drame conjugal, ni une polémique soigneusement orchestrée, ni une trahison, c'était un acte d'amour, une main tendue, un geste de protection, un cri doux mais nécessaire pour sauver la femme qu'il aime d'un silence trop lourd. Et c'est cette vérité-là que la France retiendra. Derrière les sourires de Faustine Bollaert, il y a une femme forte, dont la force est justement de reconnaître sa fragilité. Et derrière Maxime Chatham, il y a un homme qui a compris que l'amour commence là où finit le silence. Au terme de ce récit profondément humain, une chose devient évidente. Derrière les lumières, derrière les plateaux, derrière les livres et la notoriété, il existe des êtres de chair, d'émotion et de fragilité. L'aveu de Maxime Chatham n'était pas une déclaration choc destinée à capter l'attention. C'était un cri discret, une main tendue, une preuve d'amour aussi intime qu'inattendue. À 49 ans, cet écrivain habitué aux zones d'ombre a choisi de mettre en lumière quelque chose de bien plus rare, la vérité intérieure de sa femme. Et cette vérité bouleverse parce qu'elle nous ressemble. Elle nous rappelle que chacun d'entre nous peut porter trop, que chacun d'entre nous peut craquer, que même les personnes les plus lumineuses, parfois surtout elles, dissimulent des cicatrices invisibles, des nuits de doute, des effondrements silencieux. Faustine Bollaert, que la France voit comme une confidente, une source de réconfort, une figure bienveillante, a enfin été vue dans sa totalité, forte mais vulnérable, tendre mais fragile, humaine avant tout. Et cet aveu, loin de briser son image, l'a rendue plus vraie, plus proche, plus admirable encore. C'est cela que l'histoire de ce couple nous enseigne. La fragilité n'est pas une fin, c'est un début. Le début d'une reconstruction, le début d'un dialogue, le début d'une relation plus profonde avec soi-même et avec ceux qu'on aime. Dans un monde où l'on cache tout, où l'on protège les apparences, où l'on se force à sourire même lorsque l'on s'effondre à l'intérieur, Chatham et Bollaert ont fait le choix inverse, dire la vérité, l'assumer, la transformer en force. Et en faisant cela, ils ont libéré quelque chose d'essentiel. Ils ont donné la permission à chacun de nous d'être humain. Cette histoire est aussi un rappel. Nous n'avons aucune idée de ce que vivent les gens que nous admirons. Nous ne savons rien des coulisses de leur vie. Nous ne voyons qu'un fragment, la façade, mais derrière cette façade, il y a des tempêtes, des fragilités, des nuits blanches, des combats intérieurs. Il y a aussi de l'amour, du courage, de la résilience. C'est ce qui rend ces histoires si précieuses. Elles nous parlent de nous-mêmes. Et peut-être que c'est cela, au fond, le message le plus puissant de Maxime Chatham. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement admirer sa force, c'est savoir accueillir sa fragilité, la protéger, l'attendre comme une vérité qui peut sauver. Aujourd'hui, ce couple apparaît plus uni que jamais, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai, parce qu'il a traversé la tempête, parce qu'il a cessé de se taire, parce qu'il a compris qu'un couple se bâtit autant sur les aveux que sur les promesses, autant sur les fissures que sur les fondations. Et si cette histoire vous a ému, touché, bouleversé, alors rejoignez-nous pour continuer à explorer ces destins qui changent notre façon de voir la vie. Merci d'avoir parcouru cette histoire jusqu'à la dernière ligne. Si vous souhaitez continuer à découvrir des récits puissants comme celui-ci, des analyses profondes, des portraits d'artistes et de personnalités que vous croyez connaître, mais sous un angle totalement nouveau, alors je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne.
Chaque nouvel abonné nous permet de continuer à raconter des histoires rares, sincères, bouleversantes, celles qu'aucun autre média n'ose approfondir. Activez la cloche des notifications. Soyez parmi les premiers à découvrir nos prochaines enquêtes et nos prochains portraits exclusifs. Laissez un like si cette vidéo vous a touché. C'est un petit geste, mais il change tout pour nous. Il permet à nos contenus d'être vus par davantage de personnes qui, comme vous, cherchent que l'émotion, la profondeur, la vérité. Partagez cette vidéo autour de vous. Peut-être qu'un ami, un collègue, un membre de votre famille a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se reconnaîtra dans les fragilités de Faustine ou dans le courage silencieux de Maxime. Laissez un commentaire. Que pensez-vous de cette révélation? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Votre voix compte, votre histoire compte, votre émotion compte. Merci d'être là, merci de soutenir notre travail, merci de donner vie à ces récits. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle émotion, un nouveau voyage au cœur de l'humain. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, le meilleur reste à venir.